Good picture, Steve. Roger, roll, Discovery. Cette semaine, la fine équipe d'ORLM revient sur la Surface Studio de Microsoft et le nouveau MacBook Pro d'Apple. Deux machines, deux constructeurs, deux approches différentes de l'informatique avec d'un côté un écran 100% tactile et de l'autre l'apparition d'une touch bar. Alors quelle est la vision la plus juste? Qui innove le plus? Débat. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans On refait le Mac alias ORLM, bienvenue dans le studio 42, à l'école 42 qui forme les futurs talents de la tech. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver chaque semaine en plus de notre chaîne préférée Dailymotion désormais sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Vous nous retrouvez également en podcast, en téléchargement sur iTunes en version HD dans On refait le Mac et en une version 100% audio. Et puis n'hésitez pas à télécharger également l'application ORLM sur iOS, iPhone, iPad et depuis quelques semaines la version sur Apple TV. À mes côtés pour commenter l'actu de la tech, la Surface Studio et le nouveau MacBook Pro Touch Bar, un historique de Refait le Mac, monsieur Rodrigo Sepulveda Schulz d'Expon Capital. Bonjour Rodrigo. Salut Olivier. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait débat. Hein. Ah, on va en parler, mais il n'y a pas débat. Alors, on ne fait pas de troll, on fait un débat dans cette émission, Rodrigo. Hashtag troll. Ouais, c'est agréable de t'avoir à côté de moi parce qu'on arrive à te voir à peu près net. Hein. Vu qu'on n'a pas besoin de connexion Internet. On a investi dans un nouveau concept. Ouais. Tu viens physiquement. Qui est la fibre à très très haut débit. Ah oui, là c'est à très très haut débit. Là, pour avoir une image nette en HD. Bon, bien. Ouais. Dans quelques instants, on espère devrait te rejoindre un autre habitué d'un Refait le Mac, designer de profession. Il s'agit de Jean-Louis Fréchin, le fondateur de No Design, qui essaiera de porter un regard également sur les tentatives de Microsoft pour se rapprocher d'Apple en termes de design. Il devrait arriver en cours d'émission. Autre historique d'un Refait le Mac du côté d'Hangout en duplex, Monsieur X, est ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier. Écoute, je suis très content ce soir parce que grâce aux annonces de Microsoft et d'Apple, on va pouvoir répondre à une question fondamentale. Quel est le vrai prix de l'innovation en termes d'argent et en termes de sacrifice fonctionnel? Écoute, l'émission en perspective. Voilà, c'est une belle perspective que tu nous proposes. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Tu vois que tu as des belle choses question, à dire. Jean. Voilà quelqu'un intelligent, Merci, pas un troller. Hein, autre historique dans Refait le Mac, chroniqueur partenaire média de cette émission en duplex de Lyon depuis la rédaction de... Non, il est depuis son domicile, il n'est pas chez Clubic. Julien Jay de Clubic justement. Bonsoir Julien. Bonsoir Olivier, tu vas bien? Ça va bien et toi? Écoute, je suis ravi de te retrouver alors que l'innovation est clairement revenue chez Microsoft. Pas de troll, ne fais pas ton Rodrigo du côté de Microsoft. C'est un peu une mission taillée sur mesure pour toi ce soir, tu en as conscience. Hein. C'est une commande. Écoute, j'espère en tout cas vous apporter mes lumières sur le sujet. Autre partenaire média qui n'est pas très loin de Lyon, il s'agit de Didier Poulicani de Mac Forever. Bonjour Didier. Mais salut Olivier. J'ai écorché ton nom alors qu'il a les mêmes origines que moi. Si c'est pas exactement, entre Corses, on a le droit. Ben oui. Alors moi je teste les nouveaux MacBook, regarde. Tu les as, ouais. Alors, il a l'écran, il a le Touch ID, le Touch Bar, celui-là. Mais non, personne l'a encore celui-là. Je ne sais pas s'il existe en fait. Oui, il existe, mais il ne devrait pas tarder. Vous le retrouverez la semaine prochaine dans cette émission, si tout va bien. Autre chroniqueur ce soir en lieu et place de Fanny Bouton et qui va prendre en charge ce soir les questions Twitter que vous avez posées tout au long de cette semaine. Il s'agit de Benjamin Labat, notre community manager. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Olivier, tu vas bien? Oui, ça va bien. J'ai pas mal de questions ce soir. Ça a fait pas mal parler le MacBook Pro cette semaine, forcément, et le Surface Studio également. Alors, puisque tu as la parole, tu vas tout de suite la prendre. Et on va passer tout de suite au chiffre de la semaine. Benjamin, quel est le chiffre de la semaine? Alors, le chiffre de la semaine, Olivier, c'est le sondage qui a été publié sur notre compte Twitter. Souhaitez-vous qu'Apple produise un Mac tactile? Les réponses sont oui à 34% et non à 66%. Ce qui est... C'est un score sans appel. Il y a combien de votants cette semaine? Il y a 524 votants. Ouais, c'est quand même assez représentatif. Ouais. On a un public très macophile. Ils sont toujours pas comme toi. Hein. Ouais, oui, c'est vrai que c'est mon grand dada, le Mac tactile, mais on a 1 heure pour en débattre ce soir. En tout cas, va-t-il y avoir un Mac tactile? Johnny Ive a, semble-t-il, répondu à cette question. Regardez ce petit slide, du moins en partie, lors d'une interview à CNET aux États-Unis. Voilà ce qu'il a répondu donc à CNET. Quand nous avons mené des recherches sur la technologie multipoint, il y a maintenant bien des années, nous tentions de définir quel
quelles pourraient être les applications possibles et les opportunités qui pourraient s'ouvrir à nous. Nous n'avons pas senti que le Mac avait sa place. Ce n'était ni particulièrement pratique, ni un usage taillé pour le multipoint. Voilà, il ne parle pas de tactile, il parle de multipoint. Apple continue sur sa lancée. Le multipoint, le tactile pour le Mac, ça n'a pas sa place, Rodrigo. Johnny Ive se contredit assez souvent et il dit des grosses conneries parfois. Oui. Et il copie beaucoup chez les autres. Ah donc bon oui, par exemple chez monsieur qui était chez Brown pendant très longtemps. Donc je Peter préfère, Rams, pour pas le nommer. avec les 10 principes du design, Ouais. on en parlait avec Jean-Louis tout à l'heure, et en particulier le design se fait oublier et le design est utile. Ouais. C'est 2 des 10 principes, ce n'est pas le cas avec cette touch bar. Donc je ne prêterai pas beaucoup de crédit aux propos de Johnny Ive sur cela. Ouais. Monsieur X, une réaction sans surprise finalement. On continue sur cette lancée. On n'écoute pas les demandes issues des observateurs. Encore une fois, il faut refléter que notre fan base, notre audience, elle, n'est pas favorable à un Mac tactile. Monsieur X, ça vous surprend? Toi, tu prétends que Johnny Ive n'écoute pas ses utilisateurs, mais quels utilisateurs? Moi, je suis utilisateur de Mac, je vois pas à quoi ça sert le tactile sur un écran, ni de PC fixe, ni de PC portable. Donc, je suis pas content ou pas content. Moi, je constate, et puis je constate aussi que les PC portables avec des dalles tactiles n'ont pas été adoptés, on va dire, en volume. Voilà, maintenant, tu le sais, on va en discuter. Voilà, Apple apporte une autre réponse qui est la touch bar, mais moi, je suis pas inquiet de ce truc. Du côté de Mac Forever, Didier, quel est le sentiment? On t'a pas eu depuis le direct, un iMac qui ressemblerait au Surface Studio. Tu trouverais ça intéressant ou c'est un gadget selon toi? Je pense qu'il faut quand même différencier ce qu'on appelle le tactile grand public, c'est-à-dire vraiment, qu'est-ce que ferait Madame Michu avec un Mac tactile, et puis le tactile qu'on a chez les graphistes, chez les gens qui dessinent vraiment sur l'écran. Je pense que c'est 2 choses différentes. Et Apple a pour l'instant une approche un peu du tactile au niveau des mains, c'est-à-dire les grands trackpads, cette touch bar, enfin une espèce de tactile qui, on n'a pas besoin de mettre les mains là-haut parce que ça, c'est un truc qui, pour l'instant, ils n'y croient pas du tout pour le grand public. Julien, monsieur qui disait qu'en gros, c'était pas un raz-de-marée, un grand succès le tactile sur le PC. Qu'en est-il vraiment du côté de Microsoft? On fait ce pari et à fond. Moi, je trouve qu'il faut quand même aller se balader dans les rayons de la Fnac, Darty et compagnie. Ça devient difficile de trouver des ordinateurs portables qui ne sont pas tactiles. Donc, pas un raz-de-marée, je ne comprends pas la référence. Et après, sur la question de l'usage, bien sûr que si, qu'un Mac tactile, ça aurait son sens. Sur un iMac, je pense qu'on peut longuement en discuter, et ça fait partie du pari de Microsoft avec Surface Studio, mais sur un ordinateur portable que tu as sur les genoux, évidemment que le tactile peut rendre des services. Oui. Évidemment. D'autant plus, Julien, si on va dans le sens de la vision de Microsoft d'un ordinateur hybride, mi-tablette, mi-ordinateur, mi-PC. Et c'est vrai que là, ça ne correspond pas à la vision d'Apple, parce qu'Apple voudrait qu'on achète un iPad et qu'on achète un Mac. Oui, sauf que l'iPad aujourd'hui, c'est toujours pas un device qui permet de créer du contenu, du moins pas massivement. Et finalement, c'est tout le débat. D'ailleurs, est-ce que l'iPad a encore sa raison d'être versus un MacBook? Mais c'est vrai que pour moi, ça reste une très bonne question. Du côté de Twitter, il y a Benjamin, il y a des questions par rapport justement à la question de la semaine au sondage. Il y a eu pas mal de réactions, je crois, cette semaine. Il y a pas mal de réactions, principalement des gens qui ne se voient pas travailler directement sur une surface avec pas de traces de doigts. Ouais. Pas mal de choses qui reviennent là-dessus. Ouais, après tout, on travaille très bien avec un iPad avec traces de doigts, ça pose pas de problème. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, Mais au-delà, c'est vrai que de manière générale, parmi les réactions Twitter que vous avez fait cette semaine, ou au-delà, les réflexions des différents utilisateurs sur les différents sites Mac, donc Mac Forever, et de dire c'est vrai que macOS n'est pas taillé pour le tactile. C'est vrai, il n'est absolument pas taillé, ça n'apporterait pas une valeur ajoutée particulière. Il faudrait qu'Apple y travaille peut-être un petit peu, de vous à moi. Et au-delà, quelqu'un qui travaille dans Photoshop, c'est quand même pratique d'écarter les doigts pour zoomer dans l'image. C'est assez naturel, plutôt que d'aller faire un raccourci clavier. Voilà, tout simplement. Et il y a pas mal de graphistes qui aimeraient juste cette fonction-là, tout simplement. Voilà, de temps en temps, on a le choix. On choisit entre le clavier traditionnel ou la surface tactile et non pas imposer un choix. Mais on aura l'occasion de... Moi, je vois Julien. le tactile là-dessus comme un usage additionnel. C'est pas le cœur de l'usage. On est d'accord. Mais de temps en temps, tu as besoin de cliquer sur un mail, tu veux scroller rapidement, tu appuies sur ton écran, bim, tu as directement le résultat. C'est sûr, c'est un usage d'appoint. C'est pas l'usage cœur qui va changer ton utilisation de ton MacBook. Alors, ton usage d'appoint, ça peut être sympa.
Alors, nous reviendrons sur la vision d'Apple de l'ordinateur du futur et du Touch Bar dans la seconde partie de cette émission, car pendant qu'Apple se pose des questions, ou du moins affirme travailler sur le long terme, d'autres travaillent plutôt à court terme et sortent déjà des produits. C'est le cas de Microsoft avec sa Surface Studio. L'événement la semaine dernière, en plus de la présentation du MacBook Pro avec le Touch Bar, c'était la présentation par Microsoft d'un nouvel ordinateur de bureau, le Surface Studio, ou la Surface Studio. Regardez ces vidéos, c'est une machine tout en une, à l'instar de l'iMac. Et pour une première, c'est plutôt une réussite, du moins esthétiquement, Julien. Oui, alors Microsoft a effectivement impressionné avec le design écran plat, qui se baisse pour permettre notamment de dessiner un petit peu comme on le souhaite sur l'écran, puisque c'est un ordinateur entièrement tactile. Avec un grand écran tactile de 28 pouces, hein, c'est-à-dire en gros, grosso modo, la taille de l'iMac 27 pouces, un peu plus grand. Donc ça se positionne vraiment en frontal. Hein. Je sais pas si ça se positionne en frontal. Moi, ce qui m'a interpellé, parce que je voyais les rumeurs depuis des mois, et je me disais, Microsoft, ils vont faire un iMac, ils sont complètement à la rue, ils vont jamais en vendre. Et je trouvais, moi, ce qui m'a interpellé dans la présentation, hormis Panos qui en fait des caisses, c'est que finalement, Panos, c'est le patron de l'hardware de Microsoft. C'est le patron de la division hardware. C'est qu'ils ont axé tout le discours sur le côté créatif. Et en fait, je trouve... Et Surface Studio, on va pas se cacher, on va tout de suite se le dire, c'est un flagship, ils en vendront quelques dizaines d'unités, ça va pas être le mainstream ni le raz-de-marée, mais ils ont axé tout le discours sur la créativité. Et ce discours, en fait, historiquement, moi, dans mon petit cœur, c'est le discours d'Apple, c'est le discours qu'Apple tenait depuis des décennies. Ouais. Et là, finalement, c'est Microsoft qui s'accapare le discours de la créativité, on va vous donner les outils pour ceci, etc. On a même un super accessoire qui s'appelle le Dial, qui, ça a l'air génial, tu le poses sur ton écran, ça peut te permettre de faire des niveaux de zoom, etc. Ouais. Et tout ce discours est finalement assez impressionnant parce qu'ils l'ont, j'allais dire volé, mais et c'est le discours habituel d'Apple, et c'est Microsoft qui nous l'a tenu. Et en ça, c'est très intéressant. La nature a horreur du vide. Hein, c'était la pub à l'époque, Seattle démarrait les machines à photocopier. Oui, non, d'accord, mais c'est vrai que depuis quelque temps, on sent bien qu'Apple a moins d'appétence à s'adresser à sa fanbase historique, les graphistes, les professionnels du cinéma ou de la musique, voire même certains scientifiques. Souviens-toi du temps où, avec les PowerPC, ils codaient sur Mac. Aujourd'hui, c'est du grand public à tout va, et c'est vrai que la nature a horreur du vide, et Microsoft essaie de faire passer un message à la fanbase, au noyau dur des utilisateurs de Mac. J'en veux pour preuve l'évolution arrêtée en plein essor d'Aperture pour gérer les photos. Aujourd'hui, Photo, qui est la nouvelle application qui remplace Aperture pour gérer mes milliers de photos, n'est pas à la hauteur de ce que j'avais il y a 5 ans avec Aperture. Aperture était une solution professionnelle, Photo est une solution grand public. On voit l'écart. Je ne sais pas si c'est une solution professionnelle. En tout cas, c'est une solution chère à l'époque qui avait plein de fonctions. Et des fonctions que j'utilise en Aperture que je ne retrouve pas dans Photo. Allez, on revient au Surface Studio, on va essayer de la détailler un petit peu. Donc on l'a dit, une dalle tactile de 28 pouces, un châssis en aluminium qui reprend donc un petit peu les codes de design et d'esthétique d'Apple, un très très fin, l'un des plus fins du marché, 12,5 mm. Et tu l'as dit Julien, l'écran peut se positionner pratiquement à la verticale pour se transformer en une tablette tactile géante. On l'a vu, hein, c'est assez malin, c'est assez bien conçu, hein, monsieur X, ça rappelle un petit peu... sur l'écran, juste un mot, 28 pouces. Tu as une résolution de 4500 par 3000 pixels, et du coup tu retrouves le ratio 3:2 que tu as notamment sur Facebook, si je dis pas de bêtises, pour situer un peu l'écran. L'électronique donc est déportée, regardez à la base sur un petit boîtier qui rappelle un petit peu un Mac mini, et l'écran est relié à ce boîtier par 2 pieds chromés. On pourrait croire, messieurs, que s'il était griffé d'une pomme, tout le monde crierait au génie en disant mais Johnny Ive nous a encore édité une merveille. Ça pourrait être une machine griffée d'une pomme, vous ne pensez pas ? Il nous a un petit peu rappelé, tu sais, le lancement de l'iMac tournesol là, où il y avait l'écran qui se baladait, et je pense qu'on a un peu tous fantasmé là-dessus. Il y avait un peu cette illusion-là. Voilà, c'est une machine effectivement qui est belle, qui a l'air comme ça très souple. Et c'est vrai qu'on s'attendait à la suite de ça finalement chez Apple. Ça aurait été logique qu'ils sortent ça, et ils ont une telle histoire créative. L'iMac, c'est quand même la machine du créatif. Alors, est-ce que ce Surface Studio pourrait être un produit d'Apple ? C'est la question qu'on a décidé de poser du côté de Clément Lano, notre journaliste reporter. Bonjour Clément, où es-tu ? Je suis juste devant l'Apple Store d'Opéra. On vient de faire réagir les gens sur les dernières annonces. Sur les annonces d'Apple ?
presque les dernières annonces de Microsoft. Quelques jours avant le keynote, Microsoft a dévoilé un nouveau produit, le Surface Studio. On a fait passer ce produit-là pour un produit Apple. On a montré la vidéo aux passants. Voici leur réaction. Waouh! Je reconnais vraiment Apple. Là, au niveau du design et de la pub en elle-même, c'est très épuré, très classe, très clean, et ouais, c'est reconnaissable parmi toutes les pubs de leurs concurrents, c'est sûr. C'est bien, c'est Apple, c'est propre, c'est net, c'est joli. Est-ce que c'est un peu une innovation d'Apple de mettre des écrans tactiles comme ça sur des grands écrans? Surtout qu'il n'y a qu'eux qui font ça, non? À part sur les petites plaquettes pour Samsung et ainsi de suite. Mais non, je trouve ça très bien. Je crains quand même une certaine lassitude des clients vis-à-vis des produits Apple, mais là, ça a l'air d'être un bon produit. C'est un peu la touche Apple. Ouais, tout à fait. Ouais. La qualité des matériaux, j'imagine, le design, ouais, tout est sympa. Ouais. Je pense que ça peut relancer la ligne du Mac. Je trouve qu'ils sont en avance, ouais. Toujours en avance. Ça se voit là, c'est plein, donc c'est qu'ils sont en avance. C'est reconnaissable dans tous les produits de toute façon, et non, ça a l'air pas mal. Encore une fois, ça soigne son image, c'est très propre, ça se veut accessible à tous, et ça l'est. Il n'y a pas de trop de bidouillage à faire. C'est Apple, c'est propre, quoi. Merci Clément. Salut Olivier, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Julien, il était facile de tomber dans le piège. Microsoft reprend vraiment les codes d'Apple, les codes stylistiques d'Apple pour son premier ordinateur de bureau, Made in Redmond. Oui, en tout cas, Microsoft s'est constitué une équipe. Enfin, Microsoft avait mauvais goût. Oui, bon, c'est un statement de Steve Jobs. Oui, quand tu regardais Windows 95 et tu regardes macOS 10, il y avait un fossé. Oui, voilà. Mais peut-être très centré quand même sur le logiciel et pas tant sur le matériel, parce que historiquement, de mon point de vue, et ça c'est un point de vue que je défendrai jusqu'au bout, l'équipe hardware de Microsoft a toujours eu des produits relativement intéressants. Le premier clavier ergonomique qui s'est vendu en masse, c'est eux. La première souris optique qui s'est vendue en masse avec une petite roulette, c'était eux, etc. Enfin, le Zune. Oui, le Zune. Avec sa couleur chatoyante. Sa couleur chocolat. Ouais, le Zune, c'est peut-être pas le bon exemple. Non, mais bague à part, les choses ont évolué. On le voit. Il y a toujours eu une équipe hardware qui effectivement maîtrisait son sujet. Elle a été largement renforcée depuis l'arrivée de Panos Panay. Les mecs, ils en sont quand même à effectivement leur 4e génération de Surface pour ce qui est de la partie ordinateur portable tactile. Je pense qu'ils commencent effectivement à maîtriser leur sujet et ils commencent à s'approcher d'un niveau d'exigence et d'expertise que peut avoir aujourd'hui un Apple. Donc oui, il y a des similitudes. Il n'y a que toi qui ne vois pas les similitudes. L'ambition de Microsoft, c'est vraiment devenir l'Apple du PC aujourd'hui, d'être un véritable constructeur de PC à part entière. C'est son premier PC de bureau. Oui, c'est son premier PC de bureau. Bon, c'est sûr que vu le prix et le positionnement tarifaire, on ne le retrouvera pas sur tous les bureaux. Oui, maintenant, on imagine que c'est le vaisseau amiral qui va permettre de démocratiser d'autres, en tout cas, on peut l'imaginer, d'autres solutions peut-être plus abordables pour le Kidam. Ce qui reste intéressant, c'est qu'en effet, c'est la poursuite de l'exécution de la stratégie de Steve Ballmer qui avait amorcé du temps de Windows 8, c'était en 2012, un virage niveau Microsoft en transformant un petit peu la compagnie en une device company qui aujourd'hui continue de livrer du matériel et non plus seulement du logiciel. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que Surface Studio va largement reposer sur une mise à jour spécifique de Windows 10 qu'ils appellent la Creator Update. Et cette Creators Update, elle va inclure des fonctionnalités qui, pour un bon nombre en tout cas, visent effectivement Surface Studio. Donc il y a quand même un parallèle avec Apple, puisque là encore, c'est la maîtrise des deux, du hardware et du software, qui va permettre de proposer un produit pour le moins inédit. Merci Julien. Et bonne nouvelle, Jean-Louis Frechin vient de nous rejoindre. Bonsoir Jean-Louis. Tu vas prendre ton micro. Bonsoir. Ça va bien ? Très bien. Donc pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, Jean-Louis Frechin, fondateur de No Design, designer de profession, habitué d'en Refait le Mac, et qui va tenter avec nous de porter un regard sur la Surface Studio et également sur la Touch Bar de MacBook Pro. Donc on parlait avec Julien à l'instant des tentatives de Microsoft de devenir un petit peu l'Apple du PC, de reprendre les mêmes codes stylistiques d'Apple. Tu l'as pas vu, mais juste à l'instant, on a montré une petite vidéo comme quoi les gens confondaient l'iMac. On pensait que le nouveau Surface Studio était un ordinateur d'Apple. On a vu que Microsoft s'organisait un petit peu comme Apple, avec un vrai département de design, l'équivalent de l'Apple Design
Design Group, je ne sais pas s'il est équivalent, tu vas nous le dire, dirigé par Johnny Ive. Du côté de Microsoft, il s'agit de Ralph Grön, je ne sais pas si je le prononce bien, allemand de son état. Tu peux nous en dire un petit mot ? Je ne le connaissais pas, il vient d'une agence très connue qui s'appelle Frog Design. L'ancienne agence de design d'Apple. Qui est l'agence qui a commencé à designer il y a quelques années les Mac pour Apple, qui depuis s'est un peu, concentré sur le consulting et les post-it avec le design thinking, mais qui a donc fait embaucher chez Microsoft un designer allemand de grande qualité qui a dessiné les produits qu'on a découverts la semaine dernière. Le parrain, je dirais, de Johnny Ive, sa référence, tu le disais tout à l'heure, Rodrigo, un autre designer allemand, c'est Dieter Rams, qui a beaucoup inspiré les travaux de Johnny Ive. Il y a une autre designeuse qui a beaucoup travaillé sur cette machine, elle s'appelle Kelt Schuck. Regardez, elle est charmante, elle est toute jeune. Donc elle travaille au design industriel de Microsoft. Elle a notamment travaillé sur le pied pivotant, qui semble particulièrement ingénieux. Jean-Louis, je voulais avoir un petit peu ton avis. Est-ce que tu estimes que c'est de la belle ouvrage ? Ça rappelle un petit peu quelques productions d'Apple il y a quelques années. Parlons design pur, parlons pas ergonomie. Qu'est-ce que tu penses du travail de Microsoft sur cette machine ? Design pur, ergonomie, usage et pourquoi on fait la machine, c'est un peu ça le design. Non, je parle pas. Parlons pas de tactile. Parlons de. C'est formidable. C'est un peu sa spécialité, l'expérience de design. Le chemin fait par Microsoft. Pour ceux qui connaissaient Microsoft, il y avait des labos de recherche dans le logiciel extraordinaires avec des gens comme Bill Buxton qui ont vraiment créé le futur des interfaces graphiques et au-delà. Donc ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas. Aujourd'hui, Microsoft a décidé, comme beaucoup d'autres boîtes dont Apple, d'avoir un retour vers le hardware pour créer du visible à ce qui n'en a pas. La beauté d'un OS, on n'aperçoit que quand on l'utilise depuis longtemps. Donc finalement, l'objet est un superbe accélérateur. Le boulot de Microsoft il est formidable. Sur la tablette, c'est vraiment bien. Je ne le compare pas à Apple, c'est autre chose. Sur cet appareil, je suis un petit peu plus circonspect. Ouais. C'est ce que j'appelle... alors c'est formidable, j'aimerais bien l'essayer, etc. Mais c'est ce que j'appelle un peu le spectacle de l'innovation. Pourquoi le spectacle de l'innovation ? Il y a de l'innovation, c'est clair. Mais depuis 20 ans qu'on utilise des ordinateurs, on a perdu l'habitude du stylet. Les gens qui utilisent le stylet dans le monde, il y en a très peu. Il y a des gens qui ont des Syntix, des tablettes Pro. Des Wacom, ouais. Des Wacom. Il y a des gens qui ont acheté l'iPad Pro. J'en connais des gros designers. Surface, tout simplement. Comme mon ami Jean-Marie Massot, pour qui le stylet Apple et l'iPad Pro sont la seule réponse pratique pour quelqu'un qui dessine et qui refait des dessins. Il a tout essayé, il a tout acheté. Un objet pour les créatifs. C'est la seule. Mais des gens qui dessinent avec un crayon... un meuble Jean-Marie Massot trop cher. Pour des gens il y a très peu de gens qui dessinent avec le stylo aujourd'hui. Ouais. Donc faire une machine de ce prix-là pour une toute petite part du marché, ça me paraît un peu étrange. Les créatifs, c'est pas un marché. Julien. C'est purement et simplement un produit flagship. Microsoft fait une démonstration, c'est un tour de force, ils savent très bien qu'à $3 000 la machine, ils vont pas en vendre des centaines de palettes, ça c'est certain. D'ailleurs, probablement que la plupart des premiers Surface Studio qu'on va voir, bizarrement, ça doit être Microsoft qui va les prêter. Mais j'imagine, en tout cas dans la stratégie de Microsoft, qu'ils vont décliner cette innovation dans des machines plus abordables. Sinon, ça n'a effectivement pas de sens. Comme a su le faire en son temps Apple avec l'iMac. Un écran et une unité centrale en dessous, je vois pas où est l'innovation. La machine est belle, mais bon. Le stylet, c'est intéressant, c'est connu. La petite molette est géniale. Mais pour utiliser la petite molette, il faut un partenaire qui s'appelle Adobe. Aujourd'hui, on attend de voir. Voilà. Oui, mais je suis désolé, cher monsieur, je suis un professionnel de la profession. Je travaille avec les outils Adobe. S'il n'y a pas Adobe sur une machine comme ça, je ne l'achète pas. Et je suis dans la cible. Non, mais ça c'est un faux débat dans la mesure où on sait très bien. Alors, effectivement, Adobe et Corel n'étaient pas dans la conférence. Et c'est peut-être une erreur de Microsoft. Oui, c'est plutôt une grosse erreur. Quand tu t'adresses aux créatifs, si tu n'as pas Adobe, c'est pas la peine. On sait très bien que Adobe va décliner sa Creative Cloud qui est déjà optimisée pour Surface. Creative Cloud aujourd'hui, et pour le MacBook Photoshop, Pro, etc., est optimisé Surface. J'imagine qu'ils feront quelque chose pour Surface Studio. Il faut préciser une chose tout de même, Jean-Louis, et pour aller dans le sens de Julien, c'est que le produit n'est pas encore disponible, il ne le sera qu'en début d'année prochaine, si je ne dis pas une bêtise. Donc ils ont encore le temps de faire quelques annonces, mais c'est vrai que ça aurait été mieux qu'il soit associé à... La question, c'est l'innovation réelle et l'innovation spectacle. Et la molette est donc formidable. Il n'y a pas les produits Adobe pour l'essayer, et un produit comme ça ne marche que s'il n'y a pas tant de latence. Or, tout ce que j'ai lu
tout ce que j'ai vu autour de cette molette. Autour du stylet notamment également. Autour de la petite molette, c'est une forme de latence. Donc, mais encore une fois, tout ça est très positif. Paris, c'est pas fait en un jour. Microsoft va dans une direction formidable. Il ne faut pas oublier associer tout ce qui est autour de la réalité augmentée, HoloLens et compagnie, qui sont, je l'ai essayé, c'est absolument vraiment intéressant et formidable. Donc c'est très enthousiasmant. Et plus il y a d'acteurs intéressants, mieux c'est pour finalement le consommateur qui a le choix. Hein. Alors, tu l'as dit, Jean-Louis, en termes d'innovation, ce qui est vraiment particulier dans cette machine, c'est qu'elle est ultra fine parce que l'électronique est déportée dans le boîtier principal, dans le châssis. Ça nous rappelle une autre machine, Monsieur X. C'était l'iMac GK, souvenez-vous, regardez cette vidéo. Hein, c'était au début des années 2000, la deuxième génération de l'iMac avec l'écran plat. C'était très spectaculaire, c'était un iMac tournesol. Il y avait de l'audace, en tout cas dans le design à cette époque-là, Monsieur X. Mais c'est encore plus vieux, tu sais. Ça vient de Pizza Box, de chez Sun, des Terminaux X de chez Sun. Oui. Bon, bref, en tout cas, à l'époque, Johnny Ive n'avait pas peur de casser son design. Il n'avait pas peur de casser son design, Olivier, mais il avait Steve qui lui mettait des coups de pied aux fesses pour avoir de l'audace. Donc ça changeait les trucs. 1, 2, c'était pas du design, comme le dit très bien Jean-Louis, pour faire beau. On parlait pas de stylisme avec l'iMac G4. Cet iMac était une demi-sphère avec un pied en 2 morceaux avec des rotulés à un écran. Il était créé autour d'une fonction ou d'un besoin supposé des utilisateurs qui était mon problème quand je suis devant un PC avec un écran fixe, c'est que l'écran ne me suit pas. Or, je suis tout le temps en train de me pencher, d'aller chercher quelque chose à gauche, à droite. Je peux avoir le soleil qui me dérange. Et donc, Steve avait dit, on va créer un Mac où c'est l'ordinateur et la position de l'écran qui va s'adapter à l'utilisateur et pas l'utilisateur qui va s'adapter à l'écran. D'où cet écran qui pouvait bouger dans les 3 dimensions et aller se positionner exactement où tu voulais. Tu ne retrouves pas ces 3 degrés de liberté avec le produit Surface Studio. Donc je ne pense pas, si tu veux, que le concept d'un point de vue fonctionnalité recherché est aussi poussé. Et là, on est plus sur, on le voit sur le site de Microsoft, des usages particuliers dits du monde des créatifs où on replie l'écran et on vient effectivement avec ce petit boîtier qui s'appelle le Surface Dial créer des dessins ou des plans. Donc oui, on était audacieux avec l'iMac G4, mais on était, comme l'a dit Julien, centré sur le grand public. Là, on est vraiment supposé avec ce Surface Studio centré sur les usages très verticaux d'une population très particulière. Brièvement, Jean-Louis. Ouais, ce qui est certain pour les possesseurs de PC, je connais même des gens qui travaillent sur Windows, qui ont des Mac pour les faire tourner, parce qu'ils veulent une forme de fierté ou de représentation de ce qu'ils sont au travers de leur machine. C'est qu'aujourd'hui, on peut être sur Windows et être très très fier de sa machine. Les tablettes, les surfaces tablettes sont formidables. La nouvelle avec sa charnière montre est absolument sublime. Et ça, c'est bon. C'est-à-dire que finalement, peu importe l'intelligence du logiciel, on ne peut pas échapper au réel et au physique. Et il faut une incarnation physique très très belle et symbolique de la machine qui l'accueille. Et ça, c'est bon pour le design. En tout cas, on va essayer de faire une petite parenthèse dans cette émission, essayer de comprendre pourquoi du côté d'Apple, le design n'évolue pas, et notamment du côté de l'iMac. Je le disais il y a un instant, le design n'évolue pas, Didier, ou plutôt évolue peu du côté de l'iMac. C'est 12-13 dernières années. Le concept de l'iMac en lui-même est resté à peu près le même du côté d'Apple, Didier. Ouais, moi je pense qu'ils sont juste arrivés au bout de ce concept d'iMac. Enfin, on le voit très bien sur ton schéma en fait. Johnny Ive a eu cette espèce d'obsession. Alors le schéma, on va le diffuser, le voilà. On voit l'évolution de l'iMac, de l'écran cathodique jusqu'à aujourd'hui. Et on voit que notamment depuis 2005, depuis l'iMac G5, le concept est resté le même, c'est-à-dire l'électronique est placée derrière l'écran. Pardon, Didier. Non mais exactement, mais en fait, à la fin, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus en matière de design que d'avoir cet écran où il y a déjà tout dedans. Effectivement, après, on peut le rendre tactile, on peut faire des choses. Je pense qu'ils travaillent quand même sur des concepts, c'est obligatoire. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ils sont arrivés au bout de cet objet qui est mature, qui correspond à certaines envies. Et puis, ils n'ont pas forcément d'objectif de le faire évoluer. Il y a peut-être d'autres choses, d'autres sources
de design à trouver sur d'autres machines, parce que je pense que l'iMac, c'est pas celui qui est le plus à plaindre, hein. Il a quand même sa petite mise à jour annuelle, il y a l'écran 5K, il y a pas mal de choses qui évoluent quand même sur l'iMac. Oui, mais on le voit bien même sur les réactions suite aux annonces d'Apple sur Mac Forever, il y a une relative lassitude de ce design, parce que même s'il y a beaucoup de transformations, beaucoup de travail pour l'affiner de génération en génération, ce n'est pas flagrant pour l'utilisateur, surtout si on est en face de l'écran. Comment expliquer ce choix, cette stratégie? C'est une vraie stratégie design d'Apple d'imposer ce form factor? Non, je crois que c'est dans la logique humaine. Imaginez que vous fassiez un roman qui est quasiment parfait, mais l'année d'après, vous devez en ressortir un autre. Alors, est-ce que vous faites différent pour faire différent, ou est-ce que finalement, vous avez écrit le bouquin ultime et vous ne touchez pas? Je crois que dans le problème de l'iMac, il y a surtout un problème de technologies nouvelles qui peuvent faire changer l'architecture du système, c'est-à-dire les écrans OLED vont permettre d'autres choses, pourquoi pas les écrans transparents, on a beaucoup travaillé dessus. C'est trop tôt encore. Et là finalement, c'est un OLED sans la couche occultante derrière, hein. Les technologies sont identiques. Donc les possibilités nouvelles sont liées aujourd'hui dans le design à des technologies nouvelles. Le changement de processeur va encore réduire les cartes, etc. Surtout s'il adopte des processeurs ARM plutôt que des processeurs Intel. Exactement. Et donc, dans le design, on dit form-function, dit Rams. Les technologies peuvent influencer le form factor. Enfin, de mémoire, c'est quand même le design du radiateur de Dieter Rams. Oui, en plus. Du chauffage électrique, quand même. Oui, qui reprend un petit peu le form factor de l'iMac. Oui, Julien. Non, pardon. L'iMac reprend le form factor du radiateur de Dieter Rams. Pardon. Oui, Julien. J'ai entendu parler processeur. Ouais. Et je veux quand même rappeler que autant je suis un fervent believer du fait que Apple va switcher à un moment ses MacBooks en ARM, ça fait aucun doute. Autant les iMac, qui sont des machines créatives, j'émets quelques doutes sur leur capacité, avec un processeur ARM notamment, à faire des tâches qu'on tient aujourd'hui pour acquises, comme la compression vidéo ou ce genre de choses, qui avec un processeur ARM vont avoir, dans l'état actuel des choses aujourd'hui, quelques difficultés. Sauf si on met plusieurs, Julien. Oui, mais je pense pas aujourd'hui que, si tu veux, l'architecture ARM soit prête pour prendre le relais dans un iMac. Autant dans un MacBook, j'ai aucun doute, et je pense que ça arrivera plus tôt que tard. Autant dans un iMac, ça prendra peut-être un peu de temps. Alors, pour revenir au design, il y a beaucoup de théoriciens du design autour d'Apple qui nous expliquent qu'en fait, une fois qu'on a trouvé une signature autour d'un design, on le voit beaucoup dans le monde de l'automobile, je pense notamment avec Volkswagen et sa Golf, on essaie de garder la base et de faire évoluer le concept. On le voit très bien, regardez cette image avec la Volkswagen. Est-ce que c'est un peu ça ce que essaye de faire Johnny Ive? Oui, enfin, sauf que Apple ne fait pas des Volkswagen, il fait plutôt des Porsche. On va laisser les Volkswagen à d'autres. La fameuse 911 qui est aussi iconique et qui évolue depuis 50 ans. Arrive à faire des Volkswagen, ça sera pas mal. Ils ont le même ancêtre. Mais la 911, c'est exactement le même problème. On a une voiture quasi parfaite, avec une architecture quasi parfaite, mais qui, parce que le marketing le dit, doit évoluer. Aujourd'hui, les Porsche de 73 vont être plus chers quasiment que les Porsche d'aujourd'hui. C'est pas encore, mais bon. Non, c'est le problème de l'informatique. Et donc, ce qui veut dire que l'épure quasi parfaite, l'architecture quasi parfaite peut évoluer dans une continuité de registre, parce que les clients de Porsche veulent une Porsche, ils veulent pas autre chose. Les clients de l'Imac veulent un iMac, ils veulent pas autre chose. Donc quand on est le leader, on a une base installée qui fait que on est dans un monde connu qui évolue doucement, comme les clients de Porsche, exactement. En tout cas, il y a une déclaration intéressante de Johnny Ive qui est intervenue justement suite à la sortie de Surface Studio en disant, regardez, Microsoft tente des choses, tente d'innover, tente des choses différentes. Voilà ce qu'il a répondu encore une fois lors d'une interview à CNET. Faire quelque chose qui soit différent est en fait relativement facile et rapide, et cela peut être tentant, point de suspension. En clair, c'est facile ce que fait Microsoft? Seriously, non. Alors, en termes de design, c'est relativement facile. L'exécuter comme ils l'ont exécuté quand on est un grand groupe comme Microsoft, avec une culture du revenu financier qui vient plutôt du monde des entreprises que du monde du grand public, ça c'est la vraie innovation extraordinaire de Microsoft qui se bat pour se réinventer dans certains secteurs avec une force, une intelligence et une profondeur qui force le respect. Le design à la fin, c'est que la pierre d'achoppement de tout l'ensemble. Mais c'est tout l'ensemble qui... Mais ça, on le retrouve dans le logiciel de tout l'enterprise software. Tout à fait. Parce que le consommateur final est tellement habitué à avoir des choses simples et une ergonomie simple dans tout le logiciel personnel, pour sa messagerie, pour envoyer des mails, enfin ses photos, quand il utilise ensuite son Salesforce et son interface, une UX tellement horrible,
tellement horrible qu'ils ne veulent plus l'utiliser. Et on va prendre, par exemple, des pipe drive super simples, qui ont une interface sympathique. Donc, il y a cette consumérisation de tout l'environnement professionnel qui est depuis 6-7 ans. Depuis, en fait, depuis l'iPhone, depuis 2007. Exactement. Ouais. Donc en fait, l'innovation vient du fait que l'usage du particulier, parce qu'il peut se permettre aujourd'hui d'accéder à tous ces outils informatiques, est venu dans l'entreprise. Oui, monsieur X, pour conclure, on va passer après aux questions des internautes. En plus, je pense que la question qui est posée à Johnny Ive et qui est que pensez-vous du design du Surface Studio est pas, à mon avis, la meilleure question. Ce qu'il faut regarder, la réponse est un peu floue aussi. Hein. Voilà, c'est vrai, mais il faut regarder. Il aurait peut-être été plus en difficulté encore, Johnny Ive. Il faut regarder le site de Microsoft et aller voir ce qu'ils appellent la Surface Family. Donc cette photo, à l'instar de ce que fait Apple, qui présente sur une même page le Surface Studio qui vient de sortir, le Surface Book dont Jean-Louis parlait avec la charnière montre là qui est assez étonnante, et puis bien sûr Surface Pro 4, donc cette tablette qui a été la première à sortir avec ce clavier, alors pas intégré mais qui est vendu avec. Et quand on voit ces trois produits côte à côte, ce qu'ils appellent maintenant la famille Surface, on voit que c'est plus que le design d'un produit, hein. C'est une famille complète avec une direction complète. Et là, Johnny Ive, c'est facile de dire oui, faire un produit, bon, d'accord, c'est rapide, mais je crois que c'est une famille complète qu'ils ont pensé et qui viennent effectivement de sortir coup sur coup. Et c'est une belle opposition. En tous les cas, à mon avis, c'est une vision des choses cohérente et différente. Ouais, en clair, ils essaient de construire une identité, une signature en termes de design, une signature graphique qu'a su faire en son temps Apple. Il faut vraiment qu'on avance, puisque nous sommes en retard. Et on va passer tout de suite aux questions des internautes avec Benjamin. Allez, Benjamin, pas mal de questions. On en reste à 2. Tu nous en sélectionner 2 ce soir. Tout à fait. Pas mal de questions, donc j'en ai gardé 2. La première, l'arrivée d'un Mac tactile ne signifierait-elle pas la mort de l'iPad ? C'est vrai que ça risque de poser un problème, monsieur X. C'est 2 visions différentes de l'informatique. D'un côté, l'ordinateur hybride, de l'autre, l'ordinateur et la tablette. C'est pas compatible. Moi, je crois pas. On parle pas du tout des mêmes produits, voilà, et des mêmes usages. L'iPad, c'est pour se déplacer, enfin, jusqu'à preuve du contraire, même si on a un iPad Pro. Et l'iMac, c'est pour travailler à son bureau. Donc, l'arrivée du tactile sur l'un ou sur l'autre ne remet pas en cause ni l'un ni l'autre. Donc, on pourra avoir un iMac tactile, même si moi, à titre personnel, je le souhaite pas, mais ça ne tuerait pas l'iPad pour autant. Encore une fois, quand on parle d'un iMac tactile, il ne s'agit pas d'avoir macOS 100% tactile, au sens d'avoir toutes les fonctions. C'est vrai que le système d'exploitation ne s'y prête pas, mais par exemple, dans Photoshop, la possibilité de zoomer avec les doigts, simplement, ça peut être pratique. Donc, pourquoi pas proposer cette fonction en plus, surtout qu'elle ne devrait pas, a priori, coûter bien plus cher. Autre question, Benjamin. Ouais, il y a une deuxième question. Pourquoi Apple délaisse-t-il les professionnels ? Bonne question. Et j'ai envie de presque poser la question à Rodrigo, voire à Jean-Louis. Allez, Jean-Louis, pourquoi il délaisse les professionnels ? C'est vrai qu'on a vu que le Mac Pro, lors de notre précédente émission la semaine dernière, n'a pas évolué depuis presque 4 ans maintenant. L'iMac, ça fait presque 2 ans qu'il n'avait pas été mis à jour de manière vraiment ambitieuse. Le MacBook Pro, on l'a attendu aussi très longtemps. Tu l'as dit, on l'a dit en préambule que Microsoft s'adressait aux créatifs. Vraiment, le cœur des utilisateurs historiques d'Apple, c'est aussi pour marquer les esprits, peut-être. J'avoue que je ne comprends pas. Alors, il y a des gens qui ont des théories disant que les nouveaux PowerBook Pro, MacBook Pro, pardon, avec les architectes PowerBook. C'était il y a autrefois. C'est mon grand âge, je connais Apple depuis tellement longtemps. Ouais. Pourrait être la base de machines chaînées, etc., etc. C'est vrai qu'on se sent un peu orphelin. Cela dit, les nouvelles machines au-delà de la puissance pure sont performantes. La valeur d'achat, d'investissement et de durabilité est assez phénoménale. Mon MacBook Air, il a 4 ans. Je vois pas pourquoi le changer parce qu'il remplit tout ce que j'ai à faire avec. Donc je suis plutôt bien soigné par Apple et quand j'ai un problème, il s'occupe bien de moi. Donc oui, par contre, j'ai pas besoin de puissance pure type vidéo où là, t'as pas besoin d'un Mac Pro. Comprends pas. Allez, du Mac Pro, on va en parler. Des pros, on va en parler dans un instant dans le Busomètre. Le Busomètre cette semaine, c'est moi qui m'y colle en l'absence de Gonzague. Les rumeurs qui ont le plus buzzé du côté de la planète Apple. Regardez en première place des écrans OLED pour l'iPhone 8. Ça fait des années qu'on attend l'arrivée d'écran OLED du côté de l'iPhone pour être au niveau de Samsung. Ça se précise. C'est le patron de Sharp qui a glissé ça lors de résultats financiers la semaine dernière. Je vous rappelle que Sharp a été racheté il n'y a pas très longtemps par l'un des principaux fabricants de l'iPhone, à savoir Foxconn. Deuxième rumeur, un nouveau Mac Pro avant la fin du mois. Et effectivement, on l'attendait à son arrivée la semaine dernière. Hello
Hello Again, on s'attendait à avoir du Mac autre que des portables. Eh bien, ça se précise peut-être pour la fin du mois, on espère, parce que s'il n'est pas mis à jour assez rapidement, on peut se poser la question sur la viabilité et vraiment si à terme Apple va continuer à faire des machines pour les pros, en tout cas les machines de bureau. Troisième rumeur, l'iPhone 8 à nouveau, mais cette fois-ci un chargeur à induction. C'est aussi une rumeur récurrente, elle est revenue fortement cette semaine. Suivi d'un MacBook Pro, quatrième rumeur, 100% OLED. Allons-y, puisqu'après tout, la Touch Bar est OLED, faisant intégralement le portable. Et enfin, dernière rumeur, et j'ai bien peur que ce soit plus qu'une rumeur, qui est apparue hier sur les téléscripteurs, les AirPods et les fameux casques sans fil d'Apple seraient en retard, on le savait déjà, et ne seraient disponibles qu'à partir de janvier, ce qui serait plutôt une mauvaise nouvelle pour les ventes de Noël d'Apple. Oui, on aura la réponse très vite puisque Noël arrive très rapidement. Voilà, c'était le busomètre. On passe à la deuxième partie de cette émission. On va regarder ce qu'il y a sous le capot du Surface Studio. Julien, on va s'intéresser à ce qu'il y a sous le capot du Surface Studio. Il est bien plus puissant que l'iMac, mais on va voir qu'il est aussi bien plus cher. Donc sous le capot, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, la version de base est équipée d'un quad-core Intel Core i5. C'est pas la toute génération de la puce Intel. C'est ça le problème, c'est qu'en fait sous le capot ça fait pas rêver parce que non seulement la génération de processeurs Intel ils sont en retard d'une génération. Intel a annoncé en septembre sa nouvelle génération, c'est la 7e d'architecture Core avec Kaby Lake qui n'est pas dans Surface Studio, donc c'est du Skylake. C'est du Skylake. Première donc des contenus, alors ça s'explique peut-être par le fait que aujourd'hui Intel n'a pas encore livré tout son catalogue sur cette 7e génération. Explication possible. Autre incompréhension totale, c'est la partie graphique, puisque là, on a des puces NVIDIA GeForce GTX 965M et 980M, 4 Go, qui sont des puces d'ancienne génération, alors que l'architecture Pascal chez NVIDIA est sortie depuis... Microsoft fait du Apple dans le texte, c'est parfait. On est Apple toujours un peu en retard sur les cartes graphiques, et Microsoft, tu l'as le moment. Ouais, sauf que là, tu as une machine à $3000 qui est en retard sur le pros et qui est en retard sur la carte graphique. Bienvenue chez Apple, Tu penses pas qu'ils travaillent aussi là-dessus depuis très longtemps, et on a déjà vu des choses, pas forcément chez Microsoft d'ailleurs, chez Canon. Non, je pense qu'Intel a du retard sur la livraison des c'est du drop-in upgrade. Donc pour Microsoft, de faire un design de carte mère qui soit Kaby Lake ou Skylake, c'est la même chose. Tout est pareil. Donc c'est vraiment juste finalement le pros que tu vas souder à la fin qui change. Il n'y a aucun autre changement si ce n'est le BIOS. Donc c'est pas une histoire de développement. Sur l'histoire des cartes graphiques, c'est un peu le même sujet en principe normalement. Et j'ai pas non plus l'explication, mais ça cache quelque chose qu'il faudrait creuser parce que je comprends pas comment tu peux annoncer en novembre 2016 des machines qui vont shipper quand même. Donc on a dit l'an prochain, en janvier 2017, avec des cartes graphiques qui sont en retard d'une architecture et un pros qui est en retard d'une génération. Ça, je capte pas. Ouais. De manière générale, pour continuer les spécifications techniques, s'il y aura à dire de Surface Studio, donc on a dit un écran de 28 pouces tactile avec un gamut de couleur P3, donc comme sur les iMac 4K et 5K. Il paraît que les écrans sont calibrés 1 à 1 manuellement. Donc si la cible c'est les graphistes et les artistes en général, on le comprend. Il propose 192 pixels par pouce contre 217 pour l'iMac 5K, mais c'est très proche. Côté connectique, un port jack, un slot SD, une sortie mini DisplayPort, un port Ethernet et 4 ports USB 3, pas encore d'USB-C. En gros, on peut le comparer, Didier, au milieu de gamme de l'iMac 5K, mais en termes de prix, c'est pas du tout la même chose. L'iMac 5K qui est équipé d'un disque Fusion Drive, il y a un peu également l'équivalent, un disque hybride SSD et disque à plateau chez Microsoft, sauf que celui-ci a un peu plus d'un an, cette mise à jour du côté d'Apple, octobre 2015, donc il commence à dater. Sauf que le Surface Studio est facturé $2 du côté de chez Apple, c'est $1 000 de moins, Didier. Effectivement, moi je rejoins Julien, il a un peu un an de retard par rapport à sa date de sortie, c'est assez fou. Mais par contre, je trouve que c'est quand même une belle démonstration aussi de ce qu'on reproche souvent à Apple, c'est-à-dire que effectivement le côté technique fait pas rêver, si ce n'est que c'est quand même Microsoft, donc ils ont mis des ports, ils ont mis on peut quand même travailler directement avec 100 000 adaptateurs, mais ils sont obligés de mettre des cartes graphiques mobiles, ils sont obligés de faire des compromis quand même à certains niveaux, donc si on veut faire une machine qui est compacte, qui est jolie, il y a quand même des compromis à faire.
et même Microsoft n'arrive pas à te mettre. Et surtout en carte graphique. Dernière GeForce. Ouais, et on en a beaucoup. Après, ils ont peut-être acheté beaucoup de GeForce pour leur Surface Book. Et comme il y en a plus. Beaucoup, il faut les recycler peut-être. Allez, on va parler maintenant du dernier élément un peu spectaculaire, je dirais. Un peu, c'est le dernier élément spectaculaire. On l'a déjà un petit peu éventé tout à l'heure. C'est la Surface Dial, la petite molette tactile de cet ordinateur de Microsoft. Alors, le Surface Dial, le compagnon de l'écran tactile, est-ce que c'est le maillot manquant que décrivait Johnny Ive en préambule de cette émission, à savoir qu'il manque quelque chose aux écrans tactiles pour être vraiment productifs? Est-ce que ça vous a convaincu? On a compris que du côté de Jean-Louis, ce n'était pas vraiment le cas. Qu'est-ce que tu en as pensé concrètement, peut-être du côté de Monsieur X? On va demander plutôt à un pro du Mac. De cette idée donc de proposer un petit peu de l'interactivité et du menu contextuel directement avec une molette circulaire qu'on pose directement sur l'écran. Bah écoute, sans l'avoir essayé, ça va être la philosophie, Monsieur X. Ouais, je sais pas. Moi, ma philosophie, c'est que le moins d'objets pour pouvoir bosser avec un ordinateur, le mieux. Donc moi, j'ai supprimé tout ce qui est clavier, souris et toute extension possible et imaginable. Donc me remettre un objet supplémentaire pour pouvoir interagir avec ma machine. C'est de l'interaction, c'est du boulot, on me demande de l'intelligence. Moi, je suis feignant de nature, donc c'est peut-être bien pour des logiciels précis, par exemple de CAO, j'en sais rien, on verra. C'est comme chaque nouvelle télécommande de ton système IFI. Absolument, mais moi... Sur les 5, sur ma table basse, ça me gonfle. Voilà. Moi, en termes d'IHM, évidemment, ce que j'attends, c'est plutôt de piloter à la voix ce fantasme dont on parle beaucoup dans Refait le Mac, me rajouter un objet en plus. Non, pour moi, ça ne va pas dans le sens de l'histoire, même si ça peut être un très bon outil de professionnel. Mais quelque part, Didier, ça rappelle un petit peu le concept d'Apple avec la Touch Bar, qui affiche des icônes et des menus contextuels en fonction de l'application. C'est un peu la même chose finalement avec la Surface Dial. Ouais, et d'ailleurs, moi je comprends pas que Microsoft n'ait pas. Enfin, effectivement, il y a le côté spectacle d'avoir ce petit truc là qui tourne, puis il y a des effets graphiques autour. Enfin, c'est stylé. C'est un peu comme ils avaient fait aussi leur table Surface là. Voilà, et tu voyais des choses qui se baladent comme ça, c'était assez stylé. Mais moi, c'est vrai que j'imagine pas les gens aller poser leurs trucs sur l'écran comme ça toute la journée. Déjà que tu vois, t'as ton stylet dans une main, tu dois jongler avec les interfaces de l'autre, tu dois encore ramener ce truc d'en bas. Enfin, je sais pas quel est l'avis des gens qui sont sur les Wacom toute la journée, mais ça a pas l'air super utilisable en l'état, quoi. Moi, je préfère un truc à la Minority Report. Ouais, mais ça, il faudrait que l'écran soit tactile, Pépère. Non, à distance, pas besoin d'être posé. Allons-y. Enfin, ça rappelle un peu le PowerMate. Je sais pas si vous vous rappelez de ce truc il y a 10 ans. On avait dit, tiens, c'est génial. C'était un petit accessoire qui avait fait, je sais plus, Griffin. Griffin, ouais. C'était un aluminium. Je sais pas si ça a vraiment servi à quelqu'un un jour, à part pour faire joli sur à monter mon volume d'iTunes, ouais. Voilà. Pour le montage vidéo, la molette Microsoft ou le produit Griffin sont vraiment utiles pour ce qui permet de se déplacer rapidement dans la linéarité, la musique. Sur Final Cut Pro, ça pourrait être intéressant. C'est la molette de la souris un petit peu. Voilà. Qui est un peu plus précise, un peu comme les molettes des magnétoscopes d'autrefois chez Sony. Ce qui, pour des gens qui font du montage sur des bancs pro, rappelle les interfaces analogiques, c'est ce qu'on paye aujourd'hui. Donc là, il y a des usages très clairs, mais qui sont des usages très particuliers et pas génériques. Ou même ici, pouvoir piloter nos caméras motorisées de manière fine pour notre réalisateur. On a beaucoup parlé de Microsoft, on va s'intéresser maintenant, bien sûr, au MacBook Pro, à la Touch Bar plus en détail, et c'est tout de suite. La Touch Bar, est-ce une touche de génie, sans jeu de mots, ou un gadget? Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Louis, de cette évolution qui est apparue la semaine dernière, qui a été énormément discutée, énormément décriée sur le web? Beaucoup pensent que Apple n'innove pas assez. Ton avis? Alors, moi, je suis pas l'innovation spectacle, donc j'aime bien le pas à pas et le design à la Porsche. Je trouve ça intéressant pour plusieurs raisons. Et il y en a une dernière qui m'intéresse moins. Cette barre, déjà les touches de fonction, je les utilise pas, je comprends rien, les icônes, bon, etc. Donc le volume et la luminosité. Et j'ai perdu ma touche pour rafraîchir l'écran pour me connecter au vidéoprojecteur. Et ça m'embête. Ouais. Donc personnaliser par rapport à ces usages, c'est intéressant. Je sais pas si vous vous rappelez de ce clavier russe avec ses touches OLED. On l'avait présenté il y a 15 jours. Ou ces claviers de
Le Art Lebedev. Yes, Merci, Julien. exactement. Ou ces claviers de monteur avec des petites touches de couleur qui donnent des repères, je trouve ça intéressant. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ça me rappelle la control strip qui est apparue avec macOS 7 ou 8, qui était cette petite barre en bas avec des raccourcis des fonctions en méta. Qui a disparu accès, avec macOS 10. Ouais. qui a disparu avec macOS 10 à cause du dock qui pensait remplacer alors que le dock n'est qu'un lanceur. La control strip méta permettait des usages fins, donc ça m'intéresse vraiment. Par contre, ce qui me gênerait profondément, c'est de voir des applications complexes glisser doucement vers cet écran, vers la toolbar. Ouais. Parce que en termes d'interaction, de perception, on n'est plus dans de l'usage qu'on connaît, on n'est pas obligé de regarder, donc on peut mettre un peu son portable où on veut. On est obligé d'avoir une sorte d'extension tordue de son logiciel qui est là en termes de gymnastique intellectuelle un peu compliquée. J'ai des éléments de Photoshop en horizontal que je suis obligé de regarder, j'ai des éléments verticales. Ça me dérange un peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir adapter les logiciels aux contraintes de la touch bar, mais demain, on pourrait aussi développer des logiciels sur mesure pour cette touch bar. Éventuellement, ou simplement améliorer hein. l'expérience du système, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas Alors mal. moi j'ai une question. Oui, Julien. Oui, vas-y, Julien. On reproche à Microsoft de ne pas avoir fait de démo avec Adobe sur Surface Studio. Très bien, j'entends, on en a discuté. Est-ce que la démonstration de la touch bar pour faire du DJing par Apple est vraiment quelque chose de pertinent? Alors le DJing, je sais pas. Encore une fois, par contre, on est dans un usage linéaire de manipulation rapide de fichiers dans le temps. Donc tout ce qui est glissé, ça marche très bien sur un iPad. Donc a priori là-dessus, ça marche bien. Ouais, donc t'as peut-être pas vu la démonstration en fait. Parce qu'en gros, c'était pas effectivement c'était pas du linéaire. Le mec appliquait ses effets, ses cues, etc. en tapotant de manière. C'est un DJ en clair. La touch bar. Moi, je suis d'accord avec toi, Julien. Je trouve que c'était un peu ridicule. Ça n'a aucun intérêt. Et mais de toute façon, c'était plus représentatif avec Final Cut Pro quand même. Les présentations, on est encore une fois non pas dans l'usage, mais dans le spectacle de l'innovation. Rien ne se perd, tout se transforme. La toolbar, qui est le control strip, c'est ce type d'usage qui sont à mon avis adaptés. L'édition de points de QPoint sur SandEdit qui n'existe plus, mais sur Final Cut ou Premiere, là il y a une forme d'évidence, à condition, et cette touch bar, à mon avis, serait intéressante sur un clavier pour travailler avec un iMac ou son portable là où on veut le mettre, pour des usages réellement pro, efficaces et productifs, comme disent les Américains, ce qui m'intéresse moi. Le côté spectacle, etc., je sais pas, c'est pas des usages. J'abonde dans ton sens, Jean-Louis. Je dirais à nouveau 3 choses. Moi, je regarde rarement mon clavier. Je tape sans regarder mon clavier. Si la barre change, je suis obligé de regarder mon clavier, ça me ralentit, ça m'intéresse pas. 2, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait ça comme une petite applette qu'on mettrait sur un iPhone ou sur un iPad à côté. C'est-à-dire on fait un petit truc qui se connecte à côté, une petite app, et j'utilise l'écran tactile de mon iPhone que j'ai déjà, de mon iPad que j'ai déjà. On a déjà cette fonction-là, tu m'en parlais avant en préparant cette émission. Ouais. J'y viens, mais on a pu faire une petite appli qui se connecte et j'ai pas besoin d'avoir ce strip sur ce clavier. C'est un usage qui n'est pas mainstream, c'est un usage pour certaines personnes. Troisième chose, moi j'apprends mes raccourcis clavier, des choses que j'utilise très très souvent par cœur. Ce truc qui va changer tout le temps par programme, qui n'a plus les guidelines historiques, ça va changer tout le temps, je suis obligé de regarder, ça me va pas. À la rigueur, on aurait pu le mettre juste au-dessus comme une petite fenêtre, une barre de fenêtre sur l'écran au-dessus. Et en effet, comme je te disais tout à l'heure, il y a une appli géniale qu'on a présentée dans un coup de cœur il y a longtemps, qui s'appelle Duet, c'est des anciens de Mac, qui prennent un iPad comme un écran déporté d'un Mac. Donc effectivement, on a tout de suite... Qui devient tactile. Du coup, qui devient tactile aujourd'hui. Que j'utilise tous les jours pour travailler à la rédaction. Que j'utilise très régulièrement en voyage. Moi, je me promène toujours avec mon MacBook Air, comme toi, qui a 4 ans, avec un iPad, et ça me fait 2 écrans. C'est super. Mais un écran est tactile, et je suis pas d'accord quand tu dis le macOS n'est pas adapté au tactile. Tu zoomes et tu peux appuyer sur ce que tu veux. Oui, je suis d'accord, mais voilà, donc, juste zoomer, laissez-nous zoomer. Voilà. Donc c'est un gadget, ce truc. Ouais. C'est un gadget. Le touch bar, c'est un gadget. Oui, le touch bar, c'est un gadget. Ce qui n'est pas un gadget, c'est le trackpad absolument gigantesque, mais bien sûr, phénoménal et large de la machine, qui pour du Premiere, pour Photoshop tel qu'on l'utilise, est juste absolument génial. J'aimerais avoir l'avis de Monsieur X, puisqu'il n'était pas avec nous lors de la couverture en direct de l'Apple Event la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez pensé, Monsieur X, de cette touch bar?
Alors, écoute, un premier point, et je suis désolé, je ne vais pas parler d'usage, mais je ne peux pas faire autrement quand on parle de la touch bar, et c'est relatif à mon intro sur le prix de l'innovation. Moi, j'ai fait un calcul simple, Olivier. Ouais. J'ai pris le MacBook 13 avec lequel je bosse, là, et avec lequel on est en hangout ce soir. Je l'ai acheté à l'époque 2570 € TTC. C'est le MacBook Pro 13 avec toutes les fonctionnalités, l'upgrade processeur, 1 Tera de stockage et SSD. Donc 2570, gros investissement pour moi. Ouais. Si je veux la même configuration aujourd'hui, d'accord, la même configuration, même stockage, même mémoire, je vais payer ça 3039 € TTC, soit 469 € TTC de plus, soit 18% d'augmentation de la machine. Donc, juste pour le touch bar. Pas... Voilà, quand tu me parles touch bar, je te réponds déjà 469 € TTC, 18% d'augmentation de la machine. Et c'est un peu comme une bouteille de vin à 150 €. Moi, il y a un seuil de prix où j'ai du mal à me dire si je vais apprécier ce qu'on est en train de me vendre. Et c'est le cas là, quoi. 469 € pour avoir grosso modo mes touches de programmation adaptées aux applications que j'utilise. Alors que, comme le disait fort justement Rodrigo, moi, je suis un vieil utilisateur du Mac. Donc, ma productivité vient des raccourcis clavier que j'utilise. Donc, à voir. Si c'est un apport de fonctionnalités supplémentaires dans les applis qu'on a dans macOS et les applis professionnelles, et je dis bien un apport de fonctionnalités supplémentaires, peut-être que la touch bar va trouver... moi, pour ce prix-là, je préfère avoir 2 fois plus de mémoire, 16 ou 32 gigas sur mon portable, parce que comme vous le savez, macOS charge tout en mémoire, donc tout tourne en mémoire, avoir 2 fois plus de SSD, parce qu'ensuite ça swap sur le disque, et j'imagine qu'il va beaucoup plus vite, qu'il ne consomme pas forcément plus, donc il y a autant d'autonomie. Moi, j'utilise mon Mac quand même pour bosser. Donc pas pour l'avoir là et pour le montrer aux autres. T'as vu, j'appartiens à la tribu des Macs, parce qu'en fait, dans toutes les séries télé, il y a des Macs, donc tout le monde a un Mac. Je veux un truc qui marche, point. Et l'OS, laissez-moi tranquille avec l'OS. Je travaille essentiellement avec des applis en SaaS qui sont dans un browser. Donc voilà, un truc qui va vite, point. Didier, la mauvaise humeur qu'on a perçue après des utilisateurs historiques de Mac notamment, qui est bien reflétée sur Mac Forever tout au long de la semaine, après les annonces des MacBook Pro, finalement elle vient plus justement, ce qu'a révélé Monsieur X, sur l'augmentation de prix que sur d'éventuelles interrogations sur les usages. Là, l'augmentation de prix, elle est vraiment sévère du côté d'Apple. Monsieur X a raison. Je pense qu'il y a eu 3 choses, c'est-à-dire qu'on s'est tout pris en même temps. On s'est pris les nouveautés là, avec les adaptateurs qu'on va devoir acheter dans tous les sens. On avait cette keynote qui s'annonçait comme une keynote Mac, et en fait on n'a eu qu'un MacBook Pro, alors qu'on en voulait un peu plus, on en attendait vraiment le gros événement. On a eu de l'Apple TV. Et super, arrêtez tout, il y a une nouvelle Apple TV. Et il y a ce prix qui est... On a eu une appli TV pour l'Apple TV, pardon. Et encore qui est disponible qu'aux États-Unis. On n'a rien eu. Et on a eu une introduction sur la usabilité et les handicapés, tant mieux, super, mais on n'a plus du tout parlé après. J'ai rien compris à cette keynote. Excuse-moi de t'avoir coupé. Oui, Didier. Mais juste pour finir sur le prix, je pense que ce qui aussi... les gens aujourd'hui, il y a vraiment des limites. Comme disait M. X, c'est vrai que quand tu as une machine, là, je crois que le 15 pouces, il démarre à 2600 €, tu as 256 gigas de disque. Enfin, c'est quelque chose, c'est la même chose que j'ai sur mon téléphone. 450 € de plus que l'ancien modèle. Voilà, mais tout est comme ça, c'est-à-dire que sur les options, l'option 2 Tera, elle est à 1500 balles. Ouais, si on veut un SSD 2 Tera, 1500 €. Et le 13 pouces, le MacBook 13 pouces avec la touch bar n'existe que en 256. Exactement, il y a des limites. Il n'y a pas d'option pour l'upgrader, que en 256, mais je ne mets même pas l'OS dessus. Non, je crois qu'on peut changer, effectivement, sur le premier modèle en 13 pouces à touch bar, tu ne peux pas changer discuter, mais sur le haut de gamme, tu peux le changer, mais c'est vrai qu'Apple exagère un petit peu sur les prix, et rien que l'option SSD de 2 ou 3 Tera à 1500 €, c'est un SSD en or massif. Dernier point pour conclure sur le touch bar, on va essayer de se projeter sur l'avenir. On l'évoquait en préambule avec Jean-Louis il y a un instant, peut-être que cette technologie devrait arriver prochainement, Didier, sur les ordinateurs de bureau. Et là, c'est une piste pour un prochain iMac. Bah oui, très clairement. On a vu des concepts apparaître sur ton site cette semaine. Oui, mais après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'ils essayent de brouiller les pistes? Est-ce qu'ils travaillent sur d'autres choses? Il y avait des choses assez intéressantes qu'on avait vues. C'était une touch bar, mais plutôt au niveau du trackpad. Ouais. Donc, où toute la partie inférieure du clavier était un écran tactile, en fait, une espèce de petit iPad. Et je trouvais ça assez intelligent, puisque déjà, c'est plus au niveau des mains. On est quand même plus souvent sur le trackpad quand on se balade dans les interfaces. Donc, c'est pas totalement idiot.
Après, est-ce que effectivement, moi, j'ai regardé la keynote avec des professionnels autour. Là, on a beaucoup de graphistes, des monteurs vidéo, et eux, ils étaient surpris qu'Apple se focalise autant sur les MacBook Pro, alors que tous les professionnels travaillent en fait avec des écrans déportés, des claviers, des souris, et ils sont pas du tout les mains sur leur portable en fait. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'aller si loin sur ces claviers et pas commencer justement par l'iMac, par des choses qu'on utilise vraiment chez les pros, quoi. Allez, le Touch Bar, on aura l'occasion d'y revenir dans cette émission. J'espère qu'on pourra vous le présenter normalement dès la semaine prochaine et faire une émission dédiée et vous donner un premier verdict sur les prochains MacBook Pro équipés de Touch Bar, normalement d'ici la semaine prochaine. On va laisser le mot de la fin à Johnny Ive. On l'a un petit peu enquiquiné ce soir. Voilà ce qu'il dit à propos justement de ces technologies de barre interactive. C'est juste le commencement de ce qui s'annonce comme une direction très intéressante. On n'en saura pas plus. La suite au prochain épisode. En attendant, nous, on passe à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence ensuite par Benjamin. Ouais, alors moi, mon coup de cœur, ce soir, ce sont les vannes thermostatiques connectées de Netatmo. Ah bah dis donc, c'est précis, hein? Ouais. Vas-y, redis-moi ça, les vannes? Les vannes thermostatiques connectées. Ah, ça fait rêver. Ouais, en fait, dans l'esprit du thermostat connecté qui existe déjà, ce sont des vannes qui viennent remplacer les existantes sur des chauffages. Ouais. C'est très pratique pour des chauffages collectifs, par exemple. Moi, j'ai un chauffage collectif. Ça permet de réguler la température de l'intérieur, qu'on soit dedans, enfin chez soi ou pas, et c'est dans le même principe que le thermostat connecté qui existe déjà. Mais là, on peut le régler pièce par pièce, c'est ça qui est intéressant. Très bien. Ouais. Merci Benjamin. De ton côté, Julien, quel est ton coup de cœur? Bah écoute, Olivier, tu sais que je poursuis ma grève des coups de cœur. Je ne sais pas pourquoi. Mon coup de cœur ne sera pas high-tech. Même pas un coup de cœur pour Microsoft, quelque chose, non? Non, aucun coup de cœur. Par contre, je voulais vous présenter le nouveau sous-marin Lego en hommage aux Beatles. D'accord. Qui est en vente Yellow Submarine. Depuis le 1er novembre. Tu vois, tu as les petits Beatles en Lego. Et tu as ce magnifique Yellow Submarine qui devrait vous rappeler aux plus anciens quelques souvenirs. Voilà. Ouais, vraiment les plus anciens. En tout cas, vous aurez compris que Julien est un grand fan de Lego. Voilà. Autre coup de cœur, peut-être du côté de Didier. Oui, moi, reste Apple. En fait, c'est mon coup de cœur de backup, mais comme j'y suis allé cet été, c'est encore frais. Ouais. Est-ce que tu sais d'où vient ça, là? Du Moserhome. Du Moséum. et en fait... donc, tu expliques qu'est-ce que c'est le Moséum? Je suis allé à Prague, et Prague a le seul Apple Museum du monde, je pense, parce que même Apple n'en a pas. Et c'est un endroit absolument incroyable, où il y a absolument tous les produits Apple. Et pas que, il y a aussi le jean de Steve Jobs, il y a sa moto là qui vient d'arriver. Et il paraît que tout est authentique. Sa BMW. Voilà, oui. Et on m'a dit que c'était... Alors, on ne sait pas vraiment qui est derrière ça. Apparemment, c'est un riche pragois, donc... qui finance tout ça, qui reverse d'ailleurs les fonds à une association, ce qui, à mon avis, était la caution pour qu'Apple accepte que ça existe, parce qu'il y a vraiment des logos partout. Enfin, ils voudraient ils ont laissé des faire. aussi. Ils sont en train de négocier ça. Mais par contre, c'est à voir, parce que c'est pas immense, hein, mais ça permet vraiment de voir tous les produits Apple d'un coup. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Il y a des trucs que j'ai jamais vu. Et j'ai fait une petite vidéo il y a pas longtemps, donc tu pourras la mettre. On l'a mis déjà. On t'a pas attendu. Pardon, on l'a mis, bien sûr. Bien, en tout cas, c'est cool. Ça vaut vraiment le coup. Un petit week-end prolongé à Prague. En plus, c'est une ville sympa. Ville romantique et en plus, il y a un musée Apple. Donc, pour un geek, c'est parfait. Merci Didier. De ton côté, Monsieur X, ton coup de cœur. Alors moi, si je crois, que je vais proposer à ma femme d'aller passer un week-end à Prague pour visiter un musée Mac, vous rêvez, je suis pour la paix de mon ménage. Alors, faut être courageux, Monsieur X. Ouais, je lui dis pas. J'y vais la nuit. J'espère que c'est ouvert 24/24. Par contre, je vais y aller, c'est sûr. C'est ouvert très tard, jusqu'à 22h, je crois. Ah, très bien. Alors, mon coup de cœur. D'abord, une application. Alors, il y en a peu des comme ça parce qu'elle marche sur iPhone, sur iPad et sur Apple Télé. Donc, vous l'aurez deviné, c'est un jeu de Ubisoft, de la franchise Ubisoft, et qui est Just Dance. Just Dance, vous savez, c'est ce karaoké de danse qui est là depuis quelques années, qui avait fait aussi les beaux jours de la Wii U quand elle était sortie. Tout ça, c'est arrivé depuis quelques temps, une petite année maintenant, et puis c'est sur l'Apple TV 4, et on peut jouer en multijoueur jusqu'à 4 en utilisant son iPhone comme manette. Et puis ils ont eu la bonne idée, à travers leur service internet, de proposer toutes les chansons de l'historique du jeu, et puis même des jeux en exclusivité qui vont sortir dans l'édition 2017. Donc c'est un vrai jeu familial à plusieurs, interactif devant son Apple TV, qu'on peut emmener partout sur son iPhone. Et puis pour finir, un deuxième coup de cœur qui n'est pas du tout relatif au Mac, qui est un petit fleuriste que moi j'ai vu au Bon Marché Rive Gauche, qui est très spécial, qui s'appelle Green Factory. Ouais. Vous les trouverez sur greenfactory.fr.
C'est cher, donc ça me plaît. Mais qu'est-ce que jusqu'à un certain point quand même. Ouais, jusqu'à un certain point. Jusqu'à 149 € il prend. Voilà, jusqu'à 150, je sais, après je après gueule. tu craques, le prix psychologique. Voilà, et Green Factory, c'est quoi? Ce sont des jardins sous verre. Voilà, c'est très très beau. Peut-être une bonne idée de Noël ou de fête des mères un peu en avance. Mais j'ai trouvé les gens de Green Factory avec qui j'ai pu un peu discuter au bon marché passionnants dans leur démarche. Allez voir leur site, c'est très très sympa. Merci Monsieur X. De ton côté, Rodrigo, ton coup de cœur? J'en ai 3. Tiens, ça fait longtemps. Je vais vous parler d'une appli dans laquelle j'ai mis des sous, parce que tu vas me poser la question, qui s'appelle Tribe. Oui, tu as déjà fait un coup de cœur sur Tribe. Mais oui, mais c'est de la messagerie vidéo. Mais on a sorti la V2. Et dans la V2, on a introduit les magical words. C'est-à-dire qu'on va détecter... Des mots magiques. Les mots magiques. Quand tu parles, on va le retranscrire dans le message. Donc tu peux regarder la vidéo avec le message retranscrit. Mais surtout, on va automatiquement détecter les mots qui sont associés. Par exemple, je vais prendre un Uber, hop, on te lance l'application Uber, tu as un petit truc pour le mettre. Oh, j'ai écouté telle chanson, hop, on te met telle chanson. Alors, je ne suis pas le seul à avoir investi dedans, on vient de faire un tour de table avec Sequoia Capital. Ouais. Petit fonds d'investissement qui a notamment lancé. Mis des sous dans une boîte qui s'appelait Apple, je crois, mais bon, voilà. Il y a quelques années. Quand ça elle est téléchargée sur tous les stores Tribe, la V2. Elle est vraiment très très bien. L'idée, c'est d'échanger des vidéos en termes de messagerie plutôt que des textes. Et ça marche assez bien. C'est des SMS vidéo si tu veux, c'est le Talkie-Walkie vidéo, enfin c'est de la messagerie vidéo, et c'est vachement bien. Et puis ça rapportera des soins à Rodrigo. Un jour. Pour toi. Dezio. Vous savez, je vous ai parlé d'une boîte qui s'appelle Divacor. C'est un garçon obstiné qui lance plein de produits vachement sympas. Là, il a sorti plein de produits. Allez voir sur divacor.fr. Et si vous mettez le code Rodrigo... tu as encore gagné des sous? Non, zéro. Mais en revanche, vous avez 15% de réduction. Ah, beau cadeau. Donc c'est des casques. Ils sont vachement bien, les nouveaux de sport. C'est des enceintes, Je etc. fais une minute d'auto-promo sur Divacor. Nous avions testé plusieurs de leurs enceintes sur Clubic, et notamment les enceintes Cthulhu, puisque ce qu'ils font, c'est notamment des enceintes sans fil Bluetooth. Voilà. Oui, et ça c'est le très très vieux modèle. Et là, il va sortir un modèle en aluminium et cuir. Super, je les ai testés avec lui au restaurant. On a fait fuir tout le monde. On a fait fuir tout le monde tellement on a mis de bruit. Donc, si vous voulez que Rodrigo fasse un coup de cœur de vos produits, messieurs les constructeurs, invitez Rodrigo au restaurant. Merci. Ouais. Dernier coup de cœur peut-être? Ce que vous savez pas, c'est que j'aime bien la science. Oui, je te crois. Je ne te relancerai pas. Je suis pas que geek. J'aime bien la physique, donc je regarde chaque année les prix Nobel, je comprends rien. J'aime bien les maths aussi, et j'aime bien l'histoire des maths. Donc, si vous n'avez pas lu, par exemple, Théorème vivant de Cédric Villani, médaille Fields 2010, fantastique. L'histoire de John Nash, super. Il y a un bouquin qui est sorti sur le théorème de Fermat qui raconte toute l'histoire de comment a démontré Fermat, super. Aujourd'hui est sorti l'histoire des maths par un normalien. Je sais pas, vous arrivez à le voir? Oui, on le verra en gros plan, t'inquiète pas. C'est vachement intéressant, c'est vachement bien écrit. Et au lieu de lire des conneries genre Cosmopolitan ou VSD, lisez un peu de maths. Michael Launay, l'auteur, le grand roman des maths et la préhistoire, à nos jours, tout un programme. Chez Flammarion, on dit dans la presse. Merci Rodrigo. De mon côté, regardez, c'est rare que je présente des projets Kickstarter, mais à mon tour, de temps en temps, de le faire, c'est plutôt Rodrigo. C'est donc un projet Kickstarter et c'est une boîte française, une start-up française qu'on connaît bien, qui est lyonnaise, qui va faire plutôt plaisir à Julien, qu'on a déjà reçu dans cette mission, qui avait fait la petite lampe connectée au lit, qu'on avait bien aimé, souvenez-vous. Ils font un réveil connecté, ça s'appelle Bonjour. Ils ont déjà levé près de 300 000 $ en quelques jours seulement, c'est assez étonnant, donc ça a marché. Énorme. C'est une sorte de mélange entre Amazon Echo, de Google Home et d'un réveil, c'est-à-dire que vous lui parlez, il y a un assistant vocal, on a hâte d'essayer. Et évidemment, on évite de le casser, on lui dit ne me réveille pas ce matin, et il comprend, on va voir si ça fonctionne vraiment, on a hâte de l'essayer. Ça coûte un petit peu cher par contre, le modèle économique 500 $, on demande à voir. Ça s'appelle donc Bonjour, et c'est Oli qui fait ça, et ça devrait arriver dans le courant de l'année prochaine. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 243e épisode d'En refait le Mac. J'ai oublié le coup de cœur de Jean-Louis Fréchin. Oh, c'est vrai, j'ai oublié voilà. Et j'allais oublier le coup de cœur de Jean-Louis. Deux, rapidement. Le premier, c'est une boîte française qui s'appelle IO, qui est financée en France et beaucoup aux États-Unis, qui a un petit appareil, une sorte de caméra qui permet de connecter la réalité, c'est-à-dire de transformer votre maison en une interface. C'est vraiment intéressant, ça ouvre un champ d'usage très nouveau et c'est dirigé par une femme, c'est formidable. Le deuxième, c'est Philippe Stark qui vient de sortir un téléphone pour Xiaomi. Je crois que le débat Microsoft-Apple, il l'a réglé tout seul avec les Chinois. Le téléphone sans bord, ou presque. Voilà, avec un système de diffusion du son qui fait vibrer l'écran. Donc il est très fin, il est tout ce que rêve il n'y a pas de haut-parleur, Johnny, voilà, exactement. L'arrière, c'est un monolithe. C'est formidable. Stark, qui est vraiment un grand designer qui arrive dans une entreprise et qui arrive un peu à diriger ça. C'est avec vraiment, un boîtier en céramique. Vraiment intéressant, avec des matériaux, la structure du boîtier est tout en céramique, ce qui permet les vibrations et la diffusion du son.
Le seul problème de ce téléphone, c'est que le soft, ça reste un Android à peine customisé. Il va attendre l'iPhone 8 pour ça, tu vas voir, il va ressembler à ça, j'en suis sûr. Mais c'est vraiment incroyable le talent de Stark. Et ce qui est intéressant, c'est que Xiaomi, qui était un copieur, devient quelque part un leader avec un peu le profil du téléphone que tout le monde va copier. Moi, j'aimerais bien savoir quels sont les honoraires de Philippe. Cher. Très cher. Il ne se balade qu'en jet privé. Mais comme quoi, Philippe Stark n'est pas uniquement un styliste, mais un vrai concepteur. Il a toujours été un grand designer. Alors ça, pour le coup, c'est... Oui, non, mais tu sais, Jean-Louis, que c'est le reproche qu'on peut lui faire de temps en temps. Oui, bien sûr. Mais... Quand il fait la Freebox, il est peut-être plus, entre guillemets, un styliste. Il habille. Enfin, quand il fait le bateau de Steve Jobs, il est un peu plus que ça. Quoi. Donc, voilà, je vous invite tu as raison. Je vous invite à revoir l'émission qu'on a eu la chance de réaliser avec lui, en compagnie de Rodrigo, d'ailleurs. Il était là également, où il raconte justement comment durant 5 longues années il allait tous les mois rencontrer Steve pour concevoir l'intérieur et l'extérieur du bateau, et il a, je pense, aussi beaucoup appris au contact de ce personnage étonnant qui était Steve Jobs. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 243e épisode d'On refait le Mac. Voilà, on a été un peu long, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. On vous propose de nous retrouver dès la semaine prochaine. On devrait pouvoir vous proposer un test complet, ou du moins un premier verdict du prochain MacBook Pro avec le fameux ruban OLED. Soyez au rendez-vous dès la semaine prochaine. Au revoir.